Bon ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est la section S08A, donc la première partie là, de la section S08. Donc voilà. La première partie, ben, la première partie de la section S08, ça va parler des télescopes. Puis la deuxième partie là, dans la prochaine vidéo, qui va être la section S08B, ça va parler d'un autre sujet là, qui est plus l'énergie nucléaire et l'énergie produite par le Soleil. Donc ce ne sera pas directement en lien avec les télescopes. Donc c'est comme deux petites sections, si vous voulez. C'est ça. Avec la section S08A, c'est le chapitre 5 qui s'appelle les yeux artificiels. Donc, c'est là qu'on va parler des télescopes. Et entre autres, ce dont on va discuter aujourd'hui, c'est les deux caractéristiques là, qui s'appellent le pouvoir de captation et aussi ce qu'on appelle la limite de résolution. Donc, c'est vraiment les deux caractéristiques là, qui permettent de définir les télescopes. Donc, d'avoir une idée un peu de comment le télescope va fonctionner, puis de quel genre d'image, de quel genre de qualité d'image il va être capable de prendre. Donc c'est ces deux termes-là essentiellement qu'on va définir là aujourd'hui. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un télescope, comment ça fonctionne? C'est sûr que ce sont des appareils qui sont assez complexes, hein, mais l'idée de base est relativement simple. L'idée de base, c'est qu'un télescope, ce que ça fait, c'est que ça va récolter de la lumière. Hein, et la partie principale d'un télescope, on appelle ça le collecteur primaire. Donc, c'est la partie du télescope qui va récolter la lumière, qui va collecter la lumière. Et c'est toujours le même principe de fonctionnement. C'est que les étoiles, elles émettent de la lumière. Okay. Et cette lumière-là va entrer dans un télescope. Et pour être capable de produire une image avec cette lumière-là, les télescopes doivent dans un premier temps focaliser cette lumière-là ou la concentrer. Okay. Comment on peut faire ça? Il y a différentes façons d'y parvenir. Ça peut être soit en utilisant ce qu'on appelle des lentilles convergentes, comme vous allez voir dans votre cours de physique NYC, ou ça peut être un miroir concave qui va lui aussi avoir comme effet de faire converger la lumière. Okay? Donc, il y a les deux types de télescopes qui existent. Donc, il y a des télescopes qui se font avec des lentilles. Des fois, c'est plus qu'une lentille. Des fois, c'est une combinaison de plusieurs lentilles. Les miroirs aussi, des fois, c'est un seul miroir. Des fois, il y a plusieurs miroirs. Des fois, c'est une combinaison de miroirs avec des lentilles. Mais l'idée, c'est que les télescopes doivent, dans un premier temps, focaliser la lumière, faire concentrer la lumière en un point où les images vont se former. Et ces images-là peuvent ensuite être observées soit avec nos yeux, en collant notre œil par exemple sur ce qu'on appelle l'oculaire, ou ça peut être récolté là par un ordinateur et analysé, faire des fois un petit peu de traitement d'image avec tout ça. Mais c'est ça. Donc l'idée de base, c'est qu'un télescope doit dans un premier temps collecter la lumière là, avec ce qu'on appelle le collecteur primaire, qui est soit une lentille ou un miroir. Okay. Et ça nous amène à la première caractéristique d'un télescope qui s'appelle le pouvoir de captation. C'est le titre qu'on a ici. Donc le pouvoir de captation, le mot le dit un peu ce que c'est que c'est ça qui nous renseigne sur la capacité qu'a un télescope à capter de la lumière. Est-ce qu'un télescope va être capable de capter beaucoup de lumière ou pas beaucoup de lumière? Et tout ça, c'est relié directement là, à la surface du télescope. Plus que vous avez un télescope qui est gros, plus que votre collecteur primaire a une grosse surface, ben plus que ça va intercepter un grand nombre de rayons lumineux et plus que vous allez avoir de la lumière qui est disponible pour former votre image. Et à quoi ça va correspondre, disons concrètement dans la vraie vie? Ça va faire des images qui sont plus claires, qui sont plus lumineuses. Okay? Et ça peut nous servir, par exemple, à aller observer des objets qui sont, mettons, peu lumineux. Okay? Donc avec un télescope qui est pas assez gros, peut-être qu'on n'arriverait pas à voir certains objets parce qu'on n'arriverait pas à récolter une quantité de lumière qui est suffisamment grande pour l'observer. Alors que si on dispose d'un télescope qui est plus gros, qui a un plus gros diamètre, donc une plus grande surface, un plus gros pouvoir de captation, ben là on va être capable de capter une quantité de lumière qui est suffisante, puis on va être capable d'observer un objet qu'on pourrait pas observer autrement. Okay, donc c'est un petit peu ça, c'est relié à la clarté des images, si vous voulez. Plus qu'on a un gros télescope, plus que les images vont être lumineuses. Okay. Donc essentiellement, c'est la surface du collecteur primaire. Dans le livre, on dit que le pouvoir de captation, qu'on appelle P, on dit que c'est directement proportionnel au diamètre du télescope au carré. Okay. Donc vous remarquez que ça ici, c'est pas une formule avec un signe d'égalité là dans le système international, c'est vraiment juste une espèce de relation de proportionnalité
Okay? Mais dites-vous une chose, c'est que si c'est proportionnel au diamètre au carré, ben ça veut dire que c'est aussi proportionnel au rayon au carré, parce que le diamètre, c'est juste le double du rayon. Donc, pour les relations de proportionnalité, si c'est proportionnel au diamètre, c'est proportionnel aussi au rayon. Qu'est-ce qu'on connaît qui dépend de r carré? Ben, c'est pi r carré. Hein? Pi r carré, c'est l'aire d'un cercle. Donc, on peut presque imaginer que le pouvoir de captation, là, ça correspond directement à la surface de notre collecteur primaire, là, qui est soit un miroir circulaire, ou ça pourrait être une lentille aussi, mais en gros, c'est l'aire d'un cercle. Okay. On n'aura pas vraiment besoin, c'est pas exactement l'aire d'un cercle, c'est juste c'est proportionnel. Okay. Puis on n'aura pas besoin d'avoir une formule exacte, parce que comment on va s'en servir, nous, du pouvoir de captation, vous allez voir, c'est juste qu'on va faire des rapports de proportionnalité. Et on va comparer, par exemple, le pouvoir de captation de l'œil humain avec le pouvoir de captation d'un certain télescope. Puis même si on ne connaît pas là, la vraie formule avec le signe d'égalité puis les constantes exactes, là, de toute façon, ils vont s'annuler dans nos équations. C'est juste la proportionnalité qu'il faut connaître. Okay. On parle ici du diamètre parce que généralement, quand on compare des télescopes les uns avec les autres, c'est plus des diamètres qu'on parle. On pourrait parler des rayons, c'est juste que le diamètre, c'est plus facile à mesurer. Quand vous avez un télescope devant vous, ben, le diamètre, ça se mesure plus facilement que le rayon. C'est tout simplement pour ça. Okay. Ici, j'ai trouvé une petite animation très très simple là, sur Internet. Ça fait juste nous montrer une espèce de feeling de ce qui se passe. Okay. Par exemple, là, vous avez comme je disais tout à l'heure, là, vous avez, dans le fond, la lumière qui est émise là, par les étoiles dans le ciel comme ça. Cette lumière-là arrive à la surface de la Terre. Ici, on imagine qu'on a un télescope. Le modèle qui est ici, c'est un télescope qui fonctionne avec un miroir concave là, qui va réfléchir les rayons. Donc, vous voyez que tout simplement, si on change le diamètre du télescope, bien évidemment, on comprend bien que plus que le diamètre est grand, plus que le télescope va intercepter des rayons. Donc, plus qu'il y a un grand nombre de rayons lumineux qui vont être concentrés pour former l'image ici. Fait que c'est bien certain que si on prend un télescope qui a un plus gros diamètre, ben il va intercepter un plus grand nombre de rayons, ça va faire une image qui est plus claire. Okay? Fait que ça se pourrait, dans une certaine situation, là, si on observe une étoile, mettons, qui est très 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 loin, puis que ça se pourrait qu'avec un petit télescope, on n'arrive même pas à la voir, on voit rien, on va juste voir une image qui est noire, tout simplement. Mais si on est capable d'avoir un télescope qui est plus gros, ben là, si on récolte de plus en plus de lumière, là, peut-être qu'éventuellement, on va commencer à avoir un petit point blanc sur notre image, on va commencer à avoir, ok, ben, il y a quelque chose qui se trouve à cet endroit-là. Okay? Donc, c'est ça, c'est le pouvoir de captation, c'est que ça va nous aider à avoir des images qui sont plus lumineuses, plus brillantes, et dans certains cas, ça peut nous permettre d'être capable d'observer des choses qu'on serait pas capable d'observer autrement. Okay. Donc c'est ça. Le pouvoir de captation, on l'a comme défini pour un télescope, mais en fait, le pouvoir de captation, puis même la limite de résolution, qu'on va parler tout à l'heure, ça s'applique à des télescopes, c'est vrai, mais ça s'applique à n'importe quel instrument optique. Et l'œil humain, c'en est un exemple d'instrument optique, mais il y en a d'autres aussi, comme un microscope, par exemple, comme vous utilisez probablement dans vos cours de biologie, c'est un appareil optique. Quand vous prenez des photographies avec votre téléphone cellulaire, ben, votre téléphone cellulaire, là, il y a un appareil optique, hein, des lentilles là, qui prennent des photos, un petit appareil photo. Donc, c'est ça fonctionne pour tous les appareils optiques. Et l'œil humain, c'en est un appareil optique. Et l'œil humain, ce qu'il fait, c'est que avec votre rétine, avec votre cristallin, pardon, vous allez converger justement les rayons lumineux sur votre rétine. Donc vous allez vraiment, c'est comme si votre collecteur primaire là, pour votre œil, c'est votre cristallin ici puis votre rétine, en fond là, votre iris là, qui laisse passer une certaine quantité de lumière qui va entrer dans vos yeux. Okay, c'est un petit peu ça l'équivalent. Le diamètre de la pupille humaine, c'est environ 5 mm. Okay. Et la limite de sensibilité de l'œil humain, c'est environ 0.001 Sirius, donc environ 1 millième de Sirius. La sensibilité de l'œil humain, ça dépend là, de comment c'est fait biologiquement. Vous savez que dans la rétine, là, on a des cônes, on a des bâtonnets là, qui nous permettent de voir les choses. Puis de la façon que l'œil humain est conçu là, biologiquement, on est capable de détecter des objets qui sont plus brillants que 1 millième de Sirius. Sirius, rappelez-vous, là, c'est l'unité, ça provient, on a donné ce nom-là à l'unité, c'est pour comparer avec l'étoile Sirius. L'étoile Sirius, c'est l'étoile la plus brillante qu'on peut voir là, dans le ciel la nuit. Donc on serait capable avec nos yeux de détecter des objets qui sont jusqu'à 1000 fois moins intenses là, que l'étoile Sirius. Okay. Donc ça veut dire que tout ce qui est
moins brillant que ça. À l'œil nu, on le voit pas, mais avec des télescopes, on peut justement arriver à concentrer plus de lumière pour être capable de le voir. Donc c'est un petit peu ça ce que je veux faire avec vous. Là, il y avait un exemple dans le livre, l'exemple 5.1, qui nous montre exactement qui nous permet de répondre à ce genre de questions-là. C'est qu'on prend un objet qui est très peu brillant, donc on prend Pluton. Okay. Donc Pluton, on le sait aujourd'hui, c'est plus vraiment une planète, là, mais c'est plutôt considéré comme une planète, mais en tout cas, ça reste un objet sphérique là, qui est très loin dans le système solaire. Et quand on regarde Pluton, ce qui arrive, c'est que Pluton, comme tel, émet pas de lumière, comme toutes les planètes, ça émet pas de lumière, ça va juste réfléchir la lumière du Soleil, mais c'est pas grave. Fait que le Soleil émet de la lumière va frapper la surface de Pluton, la lumière réfléchit, puis ensuite ça arrive jusque dans nos yeux. Et Pluton a une intensité de 3.7 fois 10 à la moins 7 Sirius. Donc c'est un chiffre qui est très petit. C'est plus petit que la limite de sensibilité de l'œil humain. La limite de sensibilité de l'œil humain, c'est 0.001 Sirius. Donc c'est 1 fois 10 à la moins 3 Sirius. Mais Pluton, elle, son intensité, c'est 3.7 fois 10 à la moins 7 Sirius. Donc c'est pas assez brillant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'œil nu, même si vous regardez exactement au bon endroit, là, vous regardez exactement dans le ciel à l'endroit où se trouve Pluton, vous la verrez pas parce que vous n'allez pas avec vos yeux voir une assez grande quantité de lumière. Vous allez pas voir de points brillants, vous allez juste voir rien. Ça va être juste du noir. Okay? Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est ce serait quoi le diamètre minimal qu'un télescope doit posséder pour vous permettre d'observer Pluton? Donc, c'est quoi le plus petit télescope possible qui peut exister pour que si vous placez votre œil dans l'oculaire du télescope, là, vous allez voir Pluton en regardant dedans? Ben, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est on peut faire un rapport des deux. Fait que vous avez l'intensité que l'œil humain est capable de détecter, qui est 1 millième de Sirius, et vous avez l'intensité de la planète Pluton, qui est 3.7, ben pas de la planète, en tout cas, 3.7 fois 10 à la moins 7. Il y a un rapport de 2700. Okay. Ça veut dire que Pluton est 2700 fois pas assez lumineuse pour que vous soyez capable de l'observer. Ou on peut comprendre ça autrement, on pourrait dire, pour être capable d'observer Pluton, soit que Pluton devrait être 2700 fois plus intense, plus lumineuse, ou on pourrait dire que faudrait que notre œil soit 2700 fois plus sensible. Il faudrait qu'il soit capable de voir là, des intensités qui sont 2700 fois plus faibles. Okay. Donc, nous, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est que en faisant ce petit rapport-là, on constate que c'est sûr qu'à l'œil nu, on peut pas voir Pluton, parce que c'est 2700 fois pas assez brillant. Fait que ce qu'il faudrait faire pour être capable de voir Pluton avec nos yeux, c'est qu'il faudrait booster notre pouvoir de captation de notre œil d'un facteur 2700. Si notre œil était capable de voir 2700 fois mieux, là, il serait capable de voir Pluton. Okay. Fait dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, parfait, on va imaginer qu'on a un télescope. Et ce télescope-là va avoir un certain pouvoir de captation. Et pour que ça fonctionne, pour qu'on soit capable d'observer Pluton en regardant dans ce télescope-là, il faudrait que ce télescope-là ait un pouvoir de captation qui soit égal à 2700 fois le pouvoir de captation de notre œil. Donc ça, ce qui arrive, c'est que si on utilise ce télescope-là, quand on va mettre notre œil dans l'oculaire du télescope, c'est comme si justement ça va booster notre pouvoir de captation par un facteur 2700. Et là, si on fait ça, on va être capable d'observer Pluton. Okay. Donc c'est ça le point de départ de notre raisonnement. Fait qu'on on cherche à avoir un télescope qui a un pouvoir de captation 2700 fois plus que notre œil. Et là, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une petite relation de proportionnalité qu'on a dit tout à l'heure. Le pouvoir de captation, c'est proportionnel au diamètre au carré. Donc, essentiellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement remplacer le pouvoir de captation par d au carré. Donc, on va dire qu'il faut que le diamètre au carré du télescope soit égal à 2700 fois le diamètre au carré de l'œil humain. Et le diamètre de l'œil humain, ben, on l'a dit, là, c'est le diamètre de la pupille. Ici, c'est environ 5 mm. Okay. On remplace. On fait la racine carrée de chaque côté. On remplace le diamètre de l'œil humain par 5 mm. Donc, si on fait ça, ça nous donne un télescope de 260 mm, ou si vous préférez, 26 cm de diamètre. Okay. Donc, ça veut dire que si vous avez un télescope dont le collecteur primaire a un diamètre de 26 cm, vous allez être capable de voir Pluton en regardant dans ce télescope-là. Si le télescope est plus gros que 26 cm, tant mieux. Ça va juste faire un petit point là, qui est plus brillant. Si le télescope est moins gros que ça,
vous n'arriverez pas à voir Pluton. Ça, c'est vraiment la limite. C'est le plus petit, c'est comme le diamètre minimal que le télescope doit avoir pour vous permettre d'observer Pluton. S'il est plus petit que ça, vous le voyez pas. S'il est plus gros, vous allez juste mieux le voir. Okay. Ça, en passant, là, c'est exactement, ben, vous avez un problème dans le livre qui ressemble, c'est exactement la même chose que ça avec des chiffres différents. Okay, c'est le problème 3, là, à la page 213. Donc, il y avait un exemple dans le livre, puis ça revient aussi dans les problèmes. Donc, jusqu'à présent, on a seulement discuté du premier aspect, la première caractéristique d'un télescope qui s'appelle le pouvoir de captation. La deuxième chose qu'on va discuter maintenant, c'est quelque chose qui s'appelle la limite de résolution. Donc, c'est une deuxième caractéristique des télescopes qui nous aide à comprendre quel genre d'image il va être capable de prendre, quel genre d'image chaque télescope est capable de prendre, puis c'est quoi un peu le niveau de détail qui est associé à ça. Donc le pouvoir de captation, c'est plus relié à la brillance des images. Okay? C'est ça qui détermine si oui ou non vous allez être capable d'observer une image. C'est assez lumineuse pour que vous puissiez l'observer. Et la limite de résolution, ça c'est plus relié aux détails qu'on va être capable d'observer quand on va regarder l'image qui a été produite par le télescope. Donc, est-ce que ça va être une image qui est floue ou est-ce que ça va être une image qui est très 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 précise qui va nous permettre d'aller chercher plusieurs petits détails fins? Ben, c'est de ça que la limite de résolution va nous renseigner. Tout d'abord, juste un petit rappel, on en avait déjà discuté, mais rappelez-vous que ce qu'on avait dit, c'est que quand on regarde des objets dans le ciel, là, ça peut être des planètes, des étoiles, des galaxies, tout ça, ce qu'on voit directement avec nos yeux, et ça va être la même chose pour les télescopes, là, ce qu'on observe, c'est pas vraiment des distances comme telles en mètres. Ce qu'on observe, c'est plutôt des angles. Par exemple, on avait déjà dit que quand on regarde, par exemple, la Lune et le Soleil dans le ciel, ben, les deux, on les voit de la même grosseur. Hein. D'ailleurs, quand il y a une éclipse, la Lune va arriver là, à cacher de justesse le Soleil. C'est-à-dire que quand on les regarde à partir de notre point de vue, là, la Lune et le Soleil ont la même taille angulaire. On pourrait dire qu'ils ont le même diamètre angulaire. Okay? Mais pourtant, ils ne sont pas à la même distance, ils n'ont pas la même taille non plus. Le Soleil est énormément plus gros que la Lune, mais il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Ce qui fait en sorte que quand on les regarde dans notre champ de vision, ces deux objets-là, ils occupent le même espace dans notre champ de vision. Mais quand on prend une image avec un télescope, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que un télescope, comment ça fonctionne, c'est que ça va pas mesurer directement des mètres, là. Ça va observer avec un certain champ de vision. Donc ça va correspondre à une certaine ouverture angulaire qu'on appelle. Et s'il y a des objets qui se trouvent dans ce champ de vision-là, ils vont apparaître sur l'image de votre télescope. Et vraiment, là, l'image dans l'image du télescope, elle va être l'objet que votre télescope va observer. Sur votre image, il va sortir soit gros, soit petit. Mais s'il sort gros, ça veut peut-être dire que l'objet est proche de votre télescope, ou c'est parce qu'il est juste vraiment, il est peut-être juste gros. Peut-être que son diamètre, en vrai, il est gros aussi. Mais en tout cas, ce qu'on voit vraiment, c'est vraiment une ouverture angulaire. C'est des angles qu'on voit quand on regarde un télescope. Et la limite de résolution, c'est ça que ça dit. La définition exacte, là, quand on la lit, c'est la limite de résolution, c'est défini comme étant la plus petite distance angulaire qui peut être distinguée clairement par un instrument optique. Okay. Si ça peut vous aider à comprendre, on peut faire une petite analogie avec la photographie, parce que souvent la photographie, c'est quelque chose que les gens connaissent un petit peu mieux. Quand vous prenez des photos sur votre cellulaire, là, vous savez, par exemple, votre photo, elle a combien de pixels, ces choses-là, ben dites-vous que la limite de résolution d'un télescope ou d'un appareil optique, c'est pas mal l'équivalent de la taille des pixels. Okay? Donc ça veut dire que plus la limite de résolution est petite, plus ça correspondrait à des images qui auraient des petits pixels. Puis si vous avez une image qui contient des petits pixels, ça veut dire qu'il va rentrer un grand nombre de pixels dans votre image, et là vous allez être capable d'accéder à des petits détails, à des fins détails. Alors que c'est ça. Alors que, au contraire, si vous avez un appareil qui a une grande limite de résolution, ça correspondrait à une image qui aurait des gros pixels. Fait que si vous avez une image avec des gros pixels, ben ça veut dire qu'il n'y aura pas beaucoup de pixels dans votre image, puis ça va être relativement flou. Il n'y aura pas vraiment de détails précis que vous allez pouvoir aller chercher sur dans votre image. Okay. Je vais faire, j'en ai fait un exemple pour vous, un exemple assez visuel là, que vous allez sûrement retenir. Là. Donc, imaginez que on a un télescope ou un appareil optique là, qui regarde quelque chose devant lui, puis pour l'instant, ça ressemble à ça.
Donc là, évidemment, on voit pratiquement rien. On voit une image qui est composée juste de quelques pixels, là. Si on les compte comme il faut, c'est 5 pixels par 5 pixels. Fait que cette image-là contient en tout 25 pixels. Pour l'instant, on voit pas grand-chose. Les pixels sont trop gros. Okay. Donc ça, on pourrait dire que c'est un télescope là, ou un appareil optique qui a une grande limite de résolution. Ça veut dire que il y a la taille des pixels est grande. Okay. Puis quand on a des trop gros pixels, ben on voit pas grand-chose, on voit pas vraiment de détails. Okay. Par contre, si on prend un télescope qui serait de plus en plus gros, un télescope qui aurait un diamètre un peu plus gros, ce que ça ferait, c'est qu'on aurait une limite de résolution de plus en plus petite, donc des pixels de plus en plus petits. Et c'est sûr que si les pixels sont plus petits, ça veut dire qu'il va rentrer un plus grand nombre de pixels dans votre image et vous allez voir quelque chose de plus en plus, vous allez voir de plus en plus de détails. Okay. Donc pour l'instant, on voit pas encore grand-chose, mais si on continue à augmenter le diamètre de notre télescope, on se met à avoir des pixels de plus en plus petits. Donc on a un nombre de pixels de plus en plus grand dans notre image et on est capable de voir de mieux en mieux qu'est-ce qui se produit. Puis là, vous commencez à voir, là, on est rendu à 80 pixels par 80 pixels, 160 par 160, 250 par 250 et finalement 500 par 500. Donc vous voyez, c'est moi qui est en train d'arrêter un Stormtrooper comme dans l'univers de Star Wars. Donc c'est ça vous montre un peu l'analogie. Okay? Donc tout ça, ça a toujours été la même image. C'est juste qu'on l'a observé avec, on va dire, différents télescopes ou différents appareils optiques. Fait que vous voyez quelle influence ça a la limite de résolution. Fait que c'est sûr que, idéalement, on essaie d'avoir un télescope qui a la plus petite limite de résolution possible. On aime ça avoir des petits pixels, parce que si on a des pixels qui sont petits, on est capable d'aller voir beaucoup mieux qu'est-ce qui se trouve devant nous. C'est sûr que, bon, c'est pas toujours possible d'avoir une petite limite de résolution, mais vous comprenez que idéalement, c'est ça qu'on essaie d'atteindre. Okay. Juste en passant, pourquoi ça existe cette limite de résolution-là? Pourquoi les images sont pas tout le temps 100% claires, 100% nettes? Pourquoi des fois on prend des images qui sont floues comme ça? Ben évidemment, c'est pas de notre faute. On fait pas exprès pour prendre des images floues comme ça. C'est juste relié à un phénomène physique qui s'appelle la diffraction. On n'en parlera pas tant que ça dans le cours d'astronomie et astrophysique, mais si vous faites le cours de physique NYC, vous allez en parler au chapitre 3. Hein, on parle de l'interférence et la diffraction, qui sont des phénomènes optiques. Mais en gros, ce que je peux vous en faire un petit résumé rapide, là, ce que ça dit, c'est que le phénomène de la diffraction, ce que ça implique, c'est que quand vous avez de la lumière qui arrive comme ça puis qui traverse une ouverture, c'est pas vrai que la lumière va juste continuer comme ça en ligne droite. Okay? Ce qui va arriver, c'est que en raison du fait que la lumière c'est des longueurs d'onde, mais en fait ce qui va arriver, c'est que les longueurs d'onde vont comme se mélanger ensemble. Ça va faire plus comme ce qu'on pourrait dire une espèce de nuage de probabilité, un peu comme vous voyez en chimie avec les orbitales, tout ça. Il va y avoir un phénomène qui s'appelle la diffraction. Puis ce qui va arriver, c'est que la lumière va faire une espèce de cône qui va sortir, une espèce de cône là, comme ça qui va sortir. Et fait qu'elle va pas voyager en ligne droite. En fait, c'est des fronts d'onde qui vont voyager. Puis il y a une théorie là, qui dit que les fronts d'onde vont toujours être un petit peu courbé. Fait que ça va faire des espèces d'arcs de cercle ou un peu des portions de cône comme ça qui vont sortir là à l'autre extrémité de votre obstacle. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'en faisant ça, ben, ça va déformer les fronts d'onde. Avant, vous aviez des fronts d'onde. Si vous avez de la lumière qui arrivait ici toute parallèle, vous avez des fronts d'onde qui étaient toutes parallèles les uns aux autres. Puis là, vous mettez à avoir des fronts d'onde qui sont comme des cercles concentriques. Donc, ça déforme un petit peu les images. Okay. Puis ça, c'est inévitable. Là, dès que vous avez de la lumière qui traverse là, un obstacle comme ça, ou qui rentre dans un télescope, il va y avoir une certaine déformation de la lumière, c'est inévitable. Okay. Par contre, quand on étudie le phénomène, on se rend compte que plus que l'ouverture est grande par rapport à la longueur d'onde, plus que la diffraction va être négligeable. Okay. C'est pour ça que dans la vraie vie, comme on pouvait s'en douter, l'idéal, c'est d'avoir un télescope qui a le plus gros diamètre possible. Fait que si vous avez un télescope qui est très 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 gros, ça veut donc dire qu'il va avoir un gros diamètre. Et si on regarde l'équation aussi de la limite de résolution, on se rappelle là, que ce qui est idéal, c'est d'avoir une petite limite de résolution.
hein, parce que la limite de résolution, c'est un peu comme la taille des pixels. Donc, on veut une petite limite de résolution, donc des petits pixels. Et vous le voyez ici, pour avoir ça, c'est si on a un gros diamètre, donc un télescope qui est gros, qui a un gros diamètre, ça va faire une limite de résolution qui est petite, et c'est ça qui est le mieux. Okay? L'idéal, c'est d'avoir une petite limite de résolution. Ça revient à avoir des petits pixels. Okay? Ça, c'est l'équation générale pour trouver la limite de résolution. La limite de résolution, c'est un angle, hein, on l'a dit tout à l'heure. La limite de résolution, c'est la plus petite distance angulaire qui peut être distinguée clairement par un instrument optique. Donc, c'est une distance angulaire, c'est un angle. Okay? Donc, soyez pas surpris. Là. Dans la formule de la limite de résolution, c'est le alpha. C'est un angle. Okay? Et c'est un angle qui est en seconde d'arc, comme vous voyez. Fait que c'est pas un angle qui est en... Ben, c'est un angle, mais c'est juste dans la formule, il est noté en seconde d'arc. Un angle, là, ça peut être des degrés, ça peut être des radians, ça peut être des secondes d'arc, ça peut être des minutes d'arc, ça peut être plein de choses, mais dans la façon que la formule est écrite ici, quand on remplace là, lambda par des mètres, puis la distance ici par des mètres, ça donne une limite de résolution qui est en seconde d'arc. Okay. Donc la limite de résolution, vous voyez, ça dépend de deux choses. Ça dépend du diamètre du télescope. Okay. Mais ça dépend aussi de la longueur d'onde qui va être utilisée. Ça, encore une fois, c'est relié à la diffraction. Okay. Parce que c'est comme le rapport entre la longueur d'onde et le diamètre de l'obstacle ou du trou, okay, ça revient au même, qui va déterminer à quel point la lumière va être déformée. Okay. Donc c'est vraiment, ça dépend des deux choses en même temps, et du diamètre du télescope et de la limite de résolution. La situation idéale, c'est quand le diamètre est beaucoup plus grand que la longueur d'onde ou quand la longueur d'onde est beaucoup plus petite que le diamètre. Donc ça revient au même. Okay. Donc si vous avez en même temps une petite longueur d'onde et un grand diamètre, ben tant mieux, ça va faire une limite de résolution qui est petite. Ça va correspondre à des petits pixels. Okay. Donc ça, c'est la formule très très générale qui marche pour n'importe quelle longueur d'onde. Dans le livre, ce qu'on vous explique, c'est que quand on regarde en lumière visible, parce que souvent c'est ça qu'on fait, quand on pense aux appareils qu'on regarde avec qu'on utilise avec nos yeux, comme des télescopes, des microscopes ou des choses comme ça, évidemment c'est pour regarder en lumière visible. Ben quand on est en lumière visible, on est proche, c'est sûr qu'on regarde dans la lumière visible qui est entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Et donc ça va donner une formule qui est à peu près ça, le numérateur va être environ 0.15. Si on remplace ça par une longueur d'onde qui est autour de à peu près 600, là, quelque part entre 400 et 700, ça donne environ 0.15. Fait que si vous fonctionnez avec un appareil qui est en lumière visible, là, entre 400 et 700 nanomètres, vous pouvez utiliser cette formule-là. Okay? Mais, pour vrai, honnêtement, là, moi je vous conseille toujours de commencer votre problème en utilisant la formule générale. Okay? Parce que la longueur d'onde ne sera pas tout le temps la longueur d'onde dans le domaine visible. Parce que justement, je vais vous en montrer tout à l'heure des télescopes. Là, il y a plein de sortes de télescopes. Il y en a qui regardent là, en infrarouge, en ultraviolet, en ondes radio. Donc ce ne sera pas toujours des longueurs d'onde dans le visible que vous allez avoir là. Okay. Mais bon, c'est ça. Puis, fait que si on fait juste le calcul rapide, là, pour l'œil humain, on a dit que l'œil humain a un diamètre d'environ 5 mm, donc 0.005 m. Okay. Et l'œil humain, il regarde en lumière visible, donc à peu près 600 nanomètres. Puis quand on fait le calcul, ça donne une limite de résolution pour l'œil humain d'environ 30 secondes d'arc. Ça, c'est ce que la formule nous donne théoriquement. Mais bon, l'œil humain, c'est pas une machine qui est parfaite. Là, il y a certaines imperfections, la rétine n'est pas parfaite, tout ça. Fait que dans la vraie vie, c'est plus là, environ 60 secondes d'arc, la résolution, la limite de résolution d'un œil humain. 60 secondes d'arc, ça correspond à quoi comme... C'est une grosse limite de résolution, c'est une petite limite de résolution, ça correspond à quoi? Ben, pour vous donner une idée, ça correspond environ là, à 1/30e de la pleine lune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde la pleine lune là, à l'œil nu, là, la nuit, ce qu'on voit, c'est qu'on voit à peu près ce niveau de détail-là. Okay. C'est sûr que là, ça a l'air fou un petit peu parce que l'image, elle est grosse. Fait que quand vous regardez ça, là, ça fait une image qui est très très pixelisée. Puis vous dites, ben voyons donc, quand je regarde la Lune à l'œil nu, je vois pas des espèces de carrés comme ça, je vois pas des gros pixels comme ça. Oui, ok, ça je suis d'accord. Okay. Mais par contre, vous êtes d'accord que vous voyez pas non plus une image qui est comme ça, vous voyez pas comme tous les petits détails puis les petites lignes comme ça là, qui partent des cratères. En fait, ce que vous voyez une espèce de... Vous voyez un rond blanc, un rond qui est un peu lumineux. Vous voyez qu'il y a certaines imperfections là,
à la surface. Hein. Fait qu'on devine que c'est des espèces de cratères ou quelque chose comme ça. C'est pas une belle sphère qui est toute uniforme. Fait que déjà, à l'œil nu, vous voyez que certains défauts, certaines irrégularités, mais vous voyez pas assez bien pour vraiment dénoter exactement c'est quoi avec un niveau de détail. Okay. Fait que c'est mais c'est sûr que ça a l'air un peu bizarre cette image-là, parce que là, elle est vraiment grossie. Vous êtes probablement assis devant votre écran à quelques centimètres de votre écran, fait que vous devez voir cette image-là quand même assez gros dans votre champ de vision. Alors que dans la vraie vie, quand vous observez la Lune, elle est pas grosse comme ça, elle est beaucoup plus petite. Okay. Mais juste quand même pour vous montrer, c'est que ici, il y a 3 images de la Lune. La première, elle est plus floue. Puis celle du bas, elle est plus claire. Regardez, par exemple, les petits cratères ici là, sont beaucoup plus clairs dans cette image-là que dans cette image-là. Ici, on les voit pratiquement pas. Okay. Donc, peu importe comment vous êtes assis, là, que vous soyez proche, loin de votre écran, regardez là, les séries de photos qui sont de plus en plus à droite. Puis, ce qui va arriver, c'est qu'éventuellement, vous serez plus capable de voir la différence qu'il y a entre ces 3 images-là. C'est quand vous regardez ces 3 images-là, vous le voyez sûrement que celle-là est plus claire que celle-là. Okay? Mais à partir d'un certain moment, vous n'êtes plus vraiment capable de distinguer parce que vous atteignez justement la limite de votre œil. Votre œil, il y a une limite de résolution et éventuellement, vous n'êtes plus capable de discerner certains détails, même si dans la réalité, les détails, ils sont là. Okay? Fait que c'est un petit peu juste pour vous faire réaliser que votre œil, il est pas parfait. Il voit pas à 100%. Okay? Il y a une certaine limite qui est imposée là, par des restrictions biologiques, là, puis le nombre de détecteurs que vous avez dans votre rétine et tout ça. Là. Mais ça fait en sorte que vous avez une certaine limite de résolution. Vous êtes capable de voir un certain niveau de détail, mais vous voyez pas tout. Okay? Les télescopes, c'est exactement la même chose. En fait, c'est la même chose pour tous les instruments optiques. Tous les instruments optiques ont une certaine limite de résolution et sont capables de voir tous les détails qu'ils sont capables de voir, mais ils voient pas parfaitement bien tout ce qui se trouve autour d'eux. Okay. Fait que c'est sûr que quand on regarde ça, on se dit ok, c'est cool, fait que ça veut dire on a juste à construire. Si on veut avoir des images qui sont très nettes, là, très précises, ben on se dit il faut avoir la plus petite limite de résolution possible. Fait qu'on va dire parfait, allons-y, on a juste à construire des télescopes qui ont un diamètre très gros. On est sûrement capable de construire des télescopes qui ont des dizaines ou même des centaines de mètres de diamètre. Ben, oui. Okay. Il y en a des très gros télescopes qui existent, je vais vous en montrer là, tout à l'heure. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même à la surface de la planète Terre. Okay. Fait que vous avez beau construire un télescope là, aussi gros que vous le voulez, mais il va toujours rester que, comme on est sur la planète Terre, même si vous construisez un très gros télescope, ben nous on est il y a une atmosphère, hein. Donc il y a une atmosphère, il y a des nuages, il y a des gaz chauds, gaz froids, il y a de la pollution atmosphérique, tout ça. Fait que si vous avez une étoile que vous voulez observer ou une galaxie ou peu importe, ben cette étoile-là, elle va envoyer de la lumière. Mais avant de rentrer dans votre télescope, cette lumière-là va toujours devoir traverser l'atmosphère et tous les gaz et les nuages, là, la pollution atmosphérique, tout ça, avant d'arriver dans votre télescope. Et tout ça, ça fait en sorte que ça diminue la qualité des images. Okay? Tout ce phénomène-là, là, l'effet comme des perturbations atmosphériques, les changements de température, la pollution atmosphérique, les nuages, le taux d'humidité, tout ça, là, c'est tout relié ensemble, on appelle ça le seeing. Donc le seeing, c'est quelque chose qui va comme un petit peu dicter c'est quoi la limite de résolution que vous allez avoir dans certaines conditions. Puis, même si vous avez un télescope qui techniquement pourrait avoir une limite de résolution beaucoup plus petite que ça, ben vous allez être quand même limité avec votre seeing. Okay. Dans le fond, juste pour peut-être comprendre un petit peu à quoi ça correspond, là, ici vous voyez une image, okay, qui est un espèce de point lumineux qui bouge tout le temps. Ok, c'est pas quelque chose qui est très clair. Là. Oui, ça bouge, c'est flou, ça vibre. Là. Ben, ça, pour vrai, là, c'est supposé d'être une étoile. Ok, ce serait supposé d'être juste un point lumineux qui est fixe, là, puis qui bouge pas. Ok. Pourquoi on voit ça bouger de même avec des espèces d'effets de clignotement puis tout ça? Ben ça, c'est le seeing. Okay? C'est de la lumière qui provient de l'étoile. Puis avant d'arriver dans votre télescope, elle a traversé toutes les couches là, de l'atmosphère. Il y a eu des perturbations, le taux d'humidité, bon, tout ça, des nuages, des courants d'air ascendants, tout ça, là, ça fait dévier un petit peu la lumière, puis ça a l'air de ça. Fait que c'est sûr que ça va
beaucoup réduire la qualité des images que vous allez pouvoir obtenir. Okay? Puis le seeing, c'est environ toujours de l'ordre de 1 seconde d'arc. Fait que c'est comme si, peu importe ce que vous construisez comme télescope sur la planète Terre, juste en raison de l'atmosphère, vous allez toujours avoir une espèce de flou comme ça, puis votre seeing pourra jamais être bien meilleur que 1 seconde d'arc. Okay? Même par exemple, là, si vous regardez, il y a un télescope même assez gros qui s'appelle le télescope Keck, là, qui a un diamètre de 10 mètres. Fait que lui, sa limite de résolution théorique, là, si on calcule avec la formule, ça donnerait 0.015 secondes d'arc, mais il n'est pas capable de vraiment prendre des images qui ont cette qualité-là parce qu'il est limité justement par le seeing, là, qui est à peu près 0.5 secondes d'arc ou 0.2 secondes d'arc là, dans la région où il se trouve. Fait qu'une des méthodes qu'on a pour un peu contourner ce problème-là, une des méthodes, c'est de construire un télescope tout simplement qui n'est pas sur la planète Terre. C'est de construire un télescope qui est en orbite. Fait que si le télescope se trouve en orbite autour de la planète Terre, comme le télescope spatial Hubble, par exemple, qui est lui que vous voyez ici, là, la lumière qui est émise par les étoiles va pouvoir voyager puis entrer directement dans le télescope. La lumière n'a plus besoin de traverser les couches de l'atmosphère terrestre parce que le télescope il est directement en orbite, donc il est à l'extérieur de l'atmosphère. Donc c'est sûr que faire ça, ça a un gros avantage. Ça permet de prendre des images qui sont beaucoup plus nettes. Okay? Mais évidemment, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué là, pour des raisons techniques là, et technologiques de construire un gros télescope dans l'espace. Mettre un télescope en orbite, c'est vraiment pas évident. Okay. Le télescope spatial Hubble, lui, il a un diamètre de 2.4 mètres, qui est pas, c'est pas petit, là, c'est quand même gros, un télescope de 2.4 mètres de diamètre, mais c'est quand même beaucoup plus petit que celui-là, par exemple, qui a un diamètre de 10 mètres. Okay. Mais là, par exemple, ce qui arrive, c'est qu'à 2.4 mètres de diamètre, la limite de résolution du télescope spatial Hubble, c'est 0.06 secondes d'arc, puis lui, c'est vraiment des images avec cette limite de résolution-là qu'il va prendre. Il ne sera pas limité par les perturbations de l'atmosphère. Okay. Fait que sûr que c'est beaucoup plus difficile à construire. Le télescope en orbite, ça coûte plus... c'est beaucoup plus difficile aussi d'entretien. Si jamais il y a quelque chose qui brise dans le télescope, on ne peut pas envoyer des techniciens le réparer, il faut envoyer carrément des astronautes là, qui vont faire une mission pour aller près du télescope et le réparer. Ça s'est déjà fait en passant. Il y a déjà des astronautes qui sont allés sur le télescope spatial Hubble, faire des petits ajustements, faire des petits upgrades, changer certaines pièces, tout ça. Donc ça se fait, mais évidemment c'est beaucoup plus difficile. Okay. Donc pour un petit peu contrer ça, il y a une autre technique qui a été développée qui s'appelle l'optique adaptative. Donc ça, c'est une technique qui avait été développée là, à l'origine par l'armée, mais finalement la technologie c'est comme devenu plus public, là, c'est devenu c'est utilisé par les scientifiques, tout ça. L'idée c'est que c'est une technique qui essaie de annuler un petit peu les effets de la distorsion là, de l'atmosphère. Et comment ça fonctionne, c'est quand même très complexe, très compliqué. Donc si vous avez une espèce de schéma là, avec plusieurs machines, on regardera pas tout ça en détail, mais c'est juste pour vous montrer que il y a plusieurs processus, plusieurs machines là, qui doivent fonctionner pour que ça fonctionne, que ça donne un résultat final. Mais en gros, là, ce qui arrive, c'est que, vous l'avez vu tout à l'heure, ce qui arrive pour vrai dans ce qu'on capte vraiment de l'espace, c'est de la lumière comme ça, qui est un peu toute croche, parce qu'elle est toute déformée par les perturbations atmosphériques. Et l'optique adaptative, c'est que justement, on reçoit cette lumière-là, qui est un peu toute croche, on l'analyse, puis on calcule qu'est-ce qu'il faudrait faire comme modification pour que la lumière se replace, se redresse. Okay? On calcule, ça prend des ordinateurs très rapides qui calculent tout ça en temps réel. Puis ici, on a un miroir qui est déformable. C'est pas un miroir qui est fixe, c'est un miroir avec plein de petites pins de métal, si vous voulez. Okay? Puis chacune de ces petites pins de métal-là, c'est relié à un système là, informatique, puis chaque petite pin peut soit sortir un petit peu ou rentrer un petit peu. Et si toutes les petites pins comme ça de métal peuvent bouger indépendamment, l'ordinateur peut envoyer des commandes. Il va dire à cette petite pin-là, ok, toi, genre, soulève-toi un petit peu, toi, soulève-toi un petit peu, toi, rétracte-toi un petit peu. Et ça va faire en sorte que le miroir peut se déformer en temps réel, commandé par l'ordinateur. Et c'est ça qui arrive. Fait que dans le fond, on analyse le faisceau de lumière qui arrive, on calcule à quel point il est croche, comment il est déformé, on calcule comment faudrait le replacer comme il faut. Fait qu'on calcule, là, ce serait quoi la forme d'un miroir
c'est quoi la forme que le miroir devrait avoir pour faire réfléchir ce front d'onde-là qui est tout croche puis le ramener droit. Là, l'ordinateur envoie ça, puis l'ordinateur il contrôle la forme du miroir. Fait qu'il déforme le miroir juste pour que ça réfléchisse la lumière correctement. Et une fois que la lumière a été réfléchie correctement, là, elle va être utilisée pour produire les images finales. Okay. Fait que c'est un processus qui est très 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 complexe. Là, je vous l'ai comme résumé rapidement, là, mais en gros c'est ça. Okay. C'est déformer en temps réel un miroir de manière à corriger un peu les effets de la perturbation atmosphérique. Ce que ça donne comme résultat, ça donne pas quelque chose qui est parfait à 100%, mais ça donne quelque chose qui est quand même très très bien. Okay. Ici, juste pour vous montrer un exemple, là, vous avez deux images qui ont été prises. Les deux images, c'est le même objet qui a été pris en photo, c'est la planète Neptune. Okay. Dans l'image de gauche, on n'a pas utilisé la technique de l'optique adaptative. Donc ça, c'est vraiment là, la meilleure image qu'on peut prendre de Neptune, parce que la lumière traverse l'atmosphère terrestre avec toutes les perturbations, ça ressemble à ça. C'est comme une grosse tache floue, on peut pas voir vraiment de détails. Okay. Et quand on utilise l'optique adaptative, ben là on voit que, bon, premièrement c'est une planète qui est plus sphérique, on voit là que certaines zones nuageuses qui sont là de forme un peu circulaire. Là. Donc on est capable de voir beaucoup mieux. Okay. Donc c'est pas encore parfait, c'est pas encore 100% parfait, mais en tout cas ça montre quand même que en utilisant l'optique adaptative, on est capable d'avoir des images beaucoup plus nettes que sans l'utiliser. Okay. Fait que rendu là, c'est tout le temps comme une question là, d'avantages et d'inconvénients. C'est sûr que envoyer un télescope en orbite, ça pourrait prendre peut-être des photos plus belles que ça, mais en même temps, si on reste sur la planète Terre, c'est plus facile de construire des gros télescopes. Donc là, ça coûte peut-être moins cher aussi. Fait que c'est ça, peut-être que ça coûte moins cher faire un gros télescope qui utilise l'optique adaptative que d'envoyer un télescope quand même assez gros dans l'espace. Fait que en tout cas, c'est toutes des choses auxquelles il faut penser. Mais la technique de l'optique adaptative, elle existe, on la connaît bien aujourd'hui, puis on est capable de l'utiliser, donc ça améliore de beaucoup la qualité des images. Okay. Mais sinon, une autre chose que je peux mentionner, on n'en a pas parlé beaucoup jusqu'à maintenant, mais c'est que dans la limite de résolution, dans l'équation qu'on a vue tout à l'heure, ça dépend aussi de la longueur d'onde. Okay. Fait que c'est sûr que si on regarde ça, on pourrait se dire, ben, le but c'est d'avoir la plus petite limite de résolution possible. On a juste à observer des objets avec des télescopes qui fonctionnent avec des petites longueurs d'onde. Si la longueur d'onde est petite, ben ça va faire une petite limite de résolution, donc ça va faire des petits pixels, ça va faire des images avec beaucoup de détails. Ben oui, effectivement, c'est vrai. Okay. Sauf que ça arrive quand même que des fois, on veut observer des objets dans des longueurs d'onde qui sont plus grandes. Okay. Comme par exemple là, en infrarouge ou en ondes radio, des choses comme ça. Donc des fois, ça peut être des ondes là, qui ont plusieurs mètres de longueur d'onde. Fait qu'on y arrive quand même, parce que si on a un télescope qui fonctionne avec des grandes longueurs d'onde, ben, si on veut avoir quand même une limite de résolution qui est relativement petite, il s'agit juste de construire un télescope qui est très 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 gros. Okay. Fait que si vous avez un télescope qui a plusieurs centaines de mètres de diamètre, même si vous utilisez des longueurs d'onde qui sont un peu grandes, ben c'est pas grave, là, votre diamètre va compenser un petit peu, puis vous pourriez malgré tout avoir une limite de résolution qui est quand même assez petite. Okay. Et ça se fait. Ça se construit. Il y a des télescopes qui existent comme ça. Ça, c'en est un exemple, là, qui est le télescope Arecibo. Je l'ai quand même laissé là parce qu'il est quand même assez populaire, puis les gens souvent le reconnaissent, mais aujourd'hui il s'est détruit, ce télescope-là, quand même assez récemment, là, ça fait quelques mois. Il était rendu trop vieux, des câbles qui ont lâché, puis toute la structure ici elle est tombée, fait qu'il est complètement détruit, là, il peut plus, il est plus en opération, il ne fonctionne plus, la coupole est endommagée puis tout, mais il a fonctionné pendant plusieurs années. Mais il y a d'autres télescopes qui ressemblent un petit peu à celui-là, mais j'ai laissé ces images-là puisque bon, celui, des fois on le connaît, on le reconnaît, quand même assez populaire. Puis c'est ça, l'idée, c'est que ce télescope-là, c'était un télescope qui observait en ondes radio. Donc des ondes radio, c'est des longueurs d'onde quand même assez grandes. Puis comme je disais, pour compenser, il suffit d'avoir un diamètre qui est très 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 grand aussi. Et ça, comme vous voyez, là, ça avait 305 mètres de diamètre. Donc c'était vraiment très 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 gros. Okay? Et ce qu'on explique dans le livre, c'est que heureusement, ce qui se produit, c'est que quand on veut réfléchir, parce que le télescope ici, c'est comme le principe d'un miroir, là, ça réfléchissait les ondes là, pour être captées. C'est un espèce de gros miroir finalement. Mais comme vous voyez, le miroir, là, c'est juste constitué d'espèces de barreaux
métallique comme ça. C'est pas une belle surface polie comme un miroir qui réfléchit la lumière visible. C'est pas comme un miroir que vous avez dans votre salle de bain, par exemple, qui permet de réfléchir la lumière visible. Ce qui arrive, c'est que pour réfléchir une certaine longueur d'onde, il suffit juste que les aspérités de votre matériau soient plus petites que les longueurs d'onde que vous souhaitez réfléchir. Donc les aspérités, c'est un petit peu comme les défauts, si vous voulez, ou les imperfections, puis les trous finalement que vous avez dans votre matériau. Fait que ici, là, le télescope, c'est juste comme des barreaux métalliques. Okay? Puis, je sais pas, la distance qu'il y a entre chaque barreau, c'est peut-être quelques mètres, c'est peut-être 1 ou 2 mètres. Okay. Mais c'est pas grave parce que ça va réfléchir comme il faut des ondes radio. Des ondes radio, ça peut avoir des longueurs d'onde qui sont de quelques dizaines de mètres. Okay. Fait que ça que ça dit, si vous avez des aspérités qui sont plus petites que la longueur d'onde que vous voulez réfléchir, ça va fonctionner. Okay. Fait que réfléchir des ondes radio, c'est très très simple. Okay. Vous n'avez pas besoin d'une très très grande qualité de surface, juste des barreaux de métal, ça fait la job. Par contre, si vous voulez réfléchir de la lumière visible, ben là c'est plus compliqué parce que de la lumière visible, on sait que ça a des longueurs d'onde entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Ça veut dire que vous devez avoir un matériel là, qui est tout beau, qui est tout lisse. Il faut que les petits défauts, les petites imperfections, puis les petits trous qu'on appelle les aspérités dans votre matériel, il faut que ce soit plus petit que, mettons, 400 nanomètres. Okay. C'est pour ça qu'un miroir qui réfléchit à la lumière visible, c'est beaucoup plus fragile. Dès que vous l'égratignez ou que vous les raflez, c'est fini, ça réfléchit plus très bien la lumière, on pourrait pas faire un télescope avec ça. Alors que pour réfléchir les ondes radio, ben seulement des espèces de barreaux de métal comme ça fait bien la job, puis ça réfléchit bien. Okay. Fait qu'on est chanceux d'une certaine façon, c'est que oui, on arrive à faire des télescopes corrects avec des grandes longueurs d'onde. Pour faire ça, ça prend des grands diamètres, mais quand on construit des gros télescopes comme ça, on n'a pas besoin de les construire tout beaux, toutes lisses, là, juste des barreaux de métal, ça fait la job. Okay. Fait que ça, c'est un peu, ça se compense. Okay. Donc, on a nommé les deux caractéristiques principales des télescopes, hein, le pouvoir de captation, puis la limite de résolution. Et, fait qu'on sait que, on comprend que l'idéal, c'est de construire un télescope qui a le plus gros diamètre possible. Tout simplement. Sauf c'est sûr que construire un gros télescope, ben c'est plus compliqué. Probablement ça prend plus de matériaux, ça coûte plus d'argent, c'est plus lourd. Là. Si vous avez un gros télescope avec des centaines de mètres de diamètre, il va être lourd, fait que ça va prendre plus d'espace. Tout ça. Fait qu'il y a plein de défis techniques là, qui sont associés à ça. Mais en terminant pour la section des télescopes, dans le livre, on vous parlait d'un phénomène qui s'appelle l'interférométrie. L'interférométrie, c'est assez cool, c'est une technique qui existe, qui consiste à comme combiner ensemble plusieurs télescopes, donc 2 ou plusieurs télescopes, et il s'agit de les synchroniser ensemble. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils soient, par exemple, reliés au même système informatique. C'est comme si c'est un ordinateur qui va contrôler simultanément les deux télescopes. Et ce qui va arriver, c'est que ça va en quelque sorte combiner les signaux lumineux et les informations reçues par ces deux télescopes-là. C'est sûr que ça demande un certain travail de traitement, entre autres parce que la lumière ne va pas arriver en même temps dans chacun des deux télescopes. Prenons juste un exemple ici. Là, par exemple, vous avez deux télescopes qui regardent là, le même objet, la même étoile, par exemple. Là, fait que les deux télescopes pointent dans la même direction. Mais ce qui va arriver, c'est que quand vous avez, mettons, de la lumière qui va arriver ici, là, ben, ce qui va arriver, c'est que la lumière va rentrer dans ce télescope-là avant de rentrer dans celui-là, parce qu'au même moment où la lumière va rentrer dans ce télescope-là, à côté, là, la même lumière, la même information va être rendue juste ici. Okay. Fait qu'il faut tout tenir ça en compte. Il faut tenir compte, en fait, du fait qu'il va y avoir un certain délai. Ça va prendre plus de temps avant que l'information entre dans notre deuxième télescope, que l'information entre ici. Il faut que ce soit tenu en compte dans l'algorithme d'analyse, que les informations qu'on reçoit dans ce télescope-là vont fitter avec les informations qu'on avait reçues quelques secondes avant dans ce télescope-là, puis là, il faut bien les combiner. Parce que ça représente un certain défi technique, mais ça se fait. Okay, on est capable de le faire. Et ce que ça donne comme résultat, c'est que quand vous faites ça, quand vous combinez ensemble deux télescopes, vous allez obtenir des images qui ont une certaine limite de résolution. Et la limite de résolution de vos images va être calculée de cette manière-là, avec la même formule qu'on a vue tout à l'heure, à la différence que la distance D, tout à l'heure on disait que c'était le diamètre d'un télescope, donc ce serait la distance ici ou ici.
Okay. Mais quand on fait de l'interférométrie puis qu'on combine plusieurs télescopes ensemble, la distance D qu'on a là, ce sera pas le diamètre d'un télescope, ça va être la distance qu'il y a entre les deux télescopes. Okay. Et bien sûr, la distance qu'il y a entre deux télescopes comme ça va toujours être plus grande que le diamètre d'un télescope. Donc, ça va faire un D qui est comme un peu plus gros que prévu. Donc, ça va faire un plus gros dénominateur. Ça va faire une limite de résolution qui est plus petite. Qui est plus petite. Donc, ça va améliorer la qualité des images. Okay. Fait que c'est quand même cool cette technique-là. En fait, c'est vraiment très cool. C'est vraiment le fun. Puis, dans le livre, ils disent pas plus de choses que ça. Vraiment, ça arrête un petit peu là, la section des télescopes. Puis, si on arrête là, c'est parce que ça a l'air un peu magique, ça. On dit, ah ben oui, on a juste à prendre deux télescopes, à faire de l'interférométrie avec, et voilà, bing bang, ça nous donne une limite de résolution qui est très petite. Fait qu'on aurait juste à prendre deux télescopes qui sont situés à plusieurs centaines de mètres l'un de l'autre, puis faire l'interférométrie, puis ça va donner des images super nettes. Ben, oui et non, faut faire attention. Okay? C'est qu'il y a comme une chose qui parle pas, selon moi, dans le livre, c'est pour ça que je voulais juste le faire un petit peu avec vous, c'est que il y a quand même un autre aspect qu'il faut pas oublier. Okay? C'est quand même mieux d'avoir un seul gros télescope que plusieurs petits télescopes comme ça là, qui sont reliés ensemble. La différence, c'est que oui, quand vous faites de l'interférométrie, vous allez réussir à avoir la même limite de résolution que si vous aviez un seul télescope avec ce diamètre-là. Par contre, ce que vous n'aurez pas, c'est le pouvoir de captation. Parce que si vous avez juste deux petits télescopes, comme ça, c'est sûr que vous allez capter moins de lumière que si vous aviez un plus gros télescope. Ça, c'est évident. C'est ça que je trouvais qu'il parlait pas vraiment, ou en tout cas pas assez dans le livre. Puis juste pour être sûr que vous comprenez bien, là, j'ai fait un exemple qui est illustré avec Jupiter. Vous allez voir vraiment quel genre d'image on obtient. Fait qu'on va, je vais vous expliquer cet exemple-là. Ça va aider à clarifier un peu dans votre tête, là. Donc disons que on prend trois personnes. J'ai pris Marc Séguin, moi et Julie Deschenaux. C'est les trois profs, là, dans le fond, qui ont écrit les livres Physique XXI. Donc, imaginons que nous, on veut se construire des télescopes. Puis notre but, c'est d'observer la planète Jupiter. On va comparer les images qu'on va obtenir là, quand on va observer la planète. Donc, disons que on commence avec Marc Séguin. Donc, Marc Séguin, lui, s'est construit un télescope qui ressemblerait à ça. Okay? Donc un miroir là, qui a un certain diamètre. Il est quand même assez gros. Puis disons que quand Marc Séguin observe Jupiter, c'est ça qu'il voit comme image. Fait que c'est pas une image parfaite, hein, vous voyez certains pixels. Donc son image, elle a une certaine limite de résolution, il est capable d'avoir accès là, à certains détails. Okay? Et son image a une certaine brillance, une certaine luminosité. Disons que ça ressemble à ça. Si moi je me construis un télescope, puis disons que j'ai pas autant de moyens, ou j'ai pas autant d'argent que Marc Séguin, fait que moi j'ai je me suis construit un télescope qui est un petit peu plus petit. Donc j'ai un diamètre de télescope qui est plus petit. Fait que qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je vais voir? À quoi ça va ressembler l'image que moi je vais voir? Okay? Ben, il y a deux choses auxquelles il faut penser. Il faut penser à la limite de résolution et il faut penser au pouvoir de captation. Okay. Ben, si on regarde premièrement le pouvoir de captation, c'est sûr que moi, mon télescope il est plus petit que celui de Marc Séguin. Fait que si mon télescope est plus petit, il va capter moins de lumière. Fait que si je capte moins de lumière, c'est sûr que mon image elle va être plus sombre que ça. Elle va être moins lumineuse. Okay. Fait qu'en partant, ça c'est sûr que mon image à moi va être plus sombre. Okay. Et aussi, si on regarde au niveau de la limite de résolution, c'est que moi, mon diamètre est plus petit. Si j'ai un diamètre qui est plus petit, dans la formule ici, là, si j'ai un diamètre plus petit, ça va faire une plus grande limite de résolution, donc des plus gros pixels. Donc mon image à moi elle va avoir des pixels plus gros, donc je vais avoir moins de détails, puis en même temps elle va être plus sombre. Fait que ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Vous regardez, là, si vous remarquez la taille des pixels, là, sur l'image de Marc Séguin, un pixel c'est gros comme ça, puis dans mon image à moi, un pixel c'est gros comme ça. Donc moi, mes pixels sont plus gros, donc je vois moins de détails. Mon image est un petit peu plus floue que celle de Marc Séguin. Okay. Jusque-là, tout est normal. Maintenant, si, par exemple, Julie s'est construit, elle aussi, un télescope, qui est pareil comme le mien, qui avait le même diamètre, et que là, on branche nos deux télescopes ensemble, on relie ça par des ordinateurs, on analyse comme il faut les signaux, puis on fait là ce qu'on appelle de l'interférométrie, justement. Ben, ce que la formule nous dit, ça ici, là, ce qui est expliqué, c'est que quand on fait de l'interférométrie, on va avoir la même limite de résolution
que si on avait un seul télescope dont le diamètre était égal à la distance que entre nos deux télescopes. Donc, en ayant deux petits télescopes comme ça, si on les met à une certaine distance, si la distance entre les deux télescopes est exactement la même que, mettons, le diamètre du télescope de Marc Séguin. Bon, ça, je sais pas si c'est ça. Je vais l'écrire ici. Fait que ça, ce qui va arriver, c'est que si on fait notre interférométrie comme il faut, là, on va obtenir une image qui a la même limite de résolution que l'image qui a été obtenue par Marc Séguin. Donc, dans notre image qu'on va avoir, moi et Julie, là, on va avoir la même taille de pixels. Okay. Donc, techniquement, on aurait accès aux mêmes informations, mais c'est là qu'il ne faut pas oublier une chose, par exemple, c'est que comme, on le voit bien parce que c'est bien imagé, là, c'est sûr que avec deux petits télescopes comme ça, on va capter bien moins de lumière qu'avec un seul gros télescope comme ça. Hein. On a dit tout à l'heure que le pouvoir de captation, c'est relié à la surface des télescopes. C'est sûr que si on fait la surface totale de nos télescopes, la surface de ce cercle-là, plus la surface de ce cercle-là, c'est beaucoup plus petit que la surface de ce gros cercle-là. Okay. Fait que notre image qu'on va obtenir, ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à ça. Fait que vous voyez, c'est les mêmes pixels. Hein. Un pixel, là, je sais pas, mettons ici, là, un pixel c'est gros comme ça, c'est les mêmes pixels qu'on a là. Okay. Mais vous voyez que notre image est un petit peu plus sombre que l'image que Marc Séguin a obtenue. C'est normal parce qu'on a moins de pouvoir de captation, on a moins de surface là, qui intercepte la lumière. Okay. Fait que c'est juste ça que je voulais clarifier un petit peu avec vous. C'est oui, l'interférométrie, c'est cool comme technique. Okay. Mais je trouvais que dans le livre, la façon que c'était dit, ça avait l'air un peu magique. C'est que oui, ce qui va arriver, c'est que quand vous mettez des télescopes en interférométrie, ça va vous permettre d'obtenir la même limite de résolution, mais ce qu'on parlait un peu moins, là, le désavantage, c'est que vous n'aurez pas le même pouvoir de captation. Fait que c'est sûr que si vous avez le choix, c'est mieux d'avoir un seul gros télescope, mais dans certaines situations, c'est peut-être que c'est moins coûteux d'avoir plusieurs petits télescopes qui sont reliés comme ça. Ça va donner des images qui sont moins claires, mais dans certains cas, c'est pas grave. Dans certains cas, ça peut être grave. Ici, c'est pas si grave parce qu'on imagine qu'on regardait la planète Jupiter. La planète Jupiter est dans notre système solaire, puis en plus, elle est grosse. Fait que tu sais, on n'a pas de difficulté à l'observer. Même on la voit à l'œil nu, Jupiter. Fait que c'est pas ça le challenge, là. Mais imaginez par contre que on est en train de regarder une étoile qui est située à plusieurs, je sais pas, milliers d'années-lumière de nous. Ben là, ça pourrait arriver que l'image de l'étoile soit vraiment très sombre. Peut-être on pourrait, à la limite, là, presque pas la voir. Fait que ça pourrait arriver une situation où par exemple, deux télescopes comme ça en interférométrie arrive même pas à voir l'étoile. Peut-être qu'il capterait juste pas assez de lumière, fait qu'il verrait tout simplement rien, alors qu'un gros télescope comme ça, lui, arriverait à avoir une image assez claire là, pour véritablement voir quelque chose. Donc, c'est ça. Fait que c'est toujours mieux avoir un seul gros télescope, mais dans certains cas, au niveau monétaire, là, ça peut être peut-être plus avantageux d'avoir plusieurs petits télescopes comme ça. Et dans le monde, il y en a plusieurs des télescopes. Puis justement, des fois, là, tout ça, c'est comme relié par des réseaux, là, par Internet. Les chercheurs peuvent se parler, les centres de recherche peuvent se coordonner ensemble. Et ça arrive que des fois, tous les télescopes de la planète Terre comme collaborent ensemble, puis pointent tous dans une même direction, puis observent en même temps un même phénomène. Ils peuvent décider d'observer la même étoile ou la même galaxie en même temps. Puis quand on fait ça, si on relie tous les télescopes de la Terre là, par interférométrie, ben on obtient la même limite de résolution que si on avait un seul gros télescope qui était gros comme qui aurait le même diamètre que la planète Terre en entier. Donc ça donne quelque chose de vraiment cool. Mais évidemment, ça marche juste pour la limite de résolution et non pas pour le pouvoir de captation. C'est sûr que si dans la vraie vie, on avait un télescope qui avait un seul télescope qui avait un diamètre gros comme la planète Terre, il y aurait un bien meilleur pouvoir de captation que la somme de tous ces petits télescopes-là qui sont mis ensemble. Mais c'est pas grave, on peut le faire pour avoir pour la limite de résolution, du moins. Okay. Fait que c'est pas magique, mais ça fonctionne quand même assez bien. Okay. Puis dernière chose que je voulais vous dire, juste avant de terminer cette première vidéo, c'est que je parlais tantôt là, que il y a des télescopes qui regardent dans d'autres longueurs d'onde que la lumière visible. Je vais juste vous en donner des exemples, vous en montrer là, très rapidement. Fait que oui, il y a des télescopes qui regardent par exemple là, en infrarouge. Donc vous voyez des longueurs d'onde là, qui sont plus grandes que 700 nanomètres. Des télescopes qui regardent en infrarouge lointain, donc des longueurs d'onde encore plus grandes. Il y en a qui regardent dans des ondes submillimétriques. Il y a des télescopes qui regardent en micro-ondes.
des télescopes qui regardent en ondes radio. Donc, vous voyez comme plus que les longueurs d'onde sont grandes, plus que les télescopes sont grands aussi. Et de l'autre côté du spectre aussi. Donc, il y a des télescopes qui regardent dans des longueurs d'onde plus petites que 400 nanomètres, comme par exemple des télescopes qui regardent en ultraviolet, des télescopes qui regardent en rayon X, et même des télescopes qui regardent en rayon gamma, donc des très petites longueurs d'onde. Okay. Et quand on regarde en différentes longueurs d'onde, pourquoi on fait ça? C'est parce que ça nous donne accès à différentes informations. On voit pas les mêmes détails, on voit pas les mêmes informations quand on regarde dans différentes longueurs d'onde. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on utilise plusieurs télescopes qui vont tous regarder le même objet, mais dans plusieurs longueurs d'onde. Donc, ça va faire ressortir certaines informations. Puis quand on va combiner tout ça ensemble, c'est là qu'on va avoir le maximum d'informations. Fait que ça, c'est un exemple d'une galaxie qu'on a observée dans différentes longueurs d'onde. Donc à chaque fois, ça fait ressortir des aspects un peu différents. Ça, c'est notre Soleil. C'est le Soleil là, dans le système solaire qu'on a regardé dans différentes longueurs d'onde. Et à chaque fois, ça fait ressortir des aspects un peu différents. Et quand on combine tout ça ensemble, ben, ça nous donne une idée un peu plus globale là, de comment fonctionnent les objets. Donc, c'est important d'avoir des télescopes qui regardent dans d'autres longueurs d'onde, pas juste dans le domaine visible. C'est important des télescopes qui regardent dans d'autres longueurs d'onde également. Donc voilà pour la partie, la section S08A qui parlait plus des télescopes. La section S08B, ça parlera pas des télescopes, ça va parler plus de l'énergie, l'énergie nucléaire, puis comment le Soleil fait pour produire son énergie. Donc ça va être un sujet un petit peu différent. Donc ben voilà, bonne journée et à la prochaine!